Ahoy tout le monde, c'est Nicolas Girardot en direct de Prague pour le DevCon Day One. Un seul doigt, Day One. Voilà, donc c'est le premier jour officiel, parce qu'il y a encore une fois, c'était le Day Zero, donc premier jour officiel de DevCon 4 avec un bon programme aujourd'hui et on va tout de suite commencer par la keynote d'ouverture. Alors la keynote d'ouverture, on a eu droit à un petit spectacle un petit peu sympa, donc tout le monde était réuni dans le grand amphithéâtre du Convention Center. Il devrait avoir à peu près, allez, j'aurais dit 4000 places à peu près dedans. C'était plein à craquer, c'était vachement plein, une bonne ambiance avant le début, tout le monde s'attendait à entendre des bonnes choses et on a entendu des bonnes choses. Donc voilà, on a commencé donc tout d'abord le host de la keynote de départ de cette heure et demie de début de convention a été fait. Donc le host était Jonathan Mann qui est venu avec son ukulélé et qui nous a fait des petites chansons en fait. Voilà, c'est une personne qui en fait fait des vidéos YouTube, enfin je crois, et c'est la personne qui détient en ce moment même le record de le plus de chansons créées par journée consécutive en fait. Il a 5400 journées consécutives où pour chaque jour il sort une nouvelle chanson. Voilà, donc il nous a fait chanter, mais ça fait un peu bizarre, c'était un peu une chanson sur le thème de l'Ethereum. Et d'ailleurs, vu que j'ai été pas trop occupé pendant la conférence, j'ai pu en profiter pour filmer. Donc voici de suite un extrait. Alors, cette vidéo est disponible sur ma chaîne, je vais la mettre aussi en non répertorié, je pense, parce que bon, c'est pas nécessaire que, hein. Le lien est dans la description, donc allez cliquer sur le lien, vous la verrez, il y en aura certainement de meilleure qualité, moi j'ai filmé, j'étais bien placé, j'étais un des premiers à rentrer dans la salle, donc j'étais vraiment bien placé. Donc ensuite, il y a Ayami Yaguchi, qui est venue. Cette femme-là est à la tête de l'Ethereum Foundation. Et en fait, elle nous a un peu expliqué comment elle est venue à apprécier le projet Ethereum. Elle pensait que c'était la philosophie de décentralisation qui guidait vraiment tous les développeurs vers une nouvelle... vers en fait une nouvelle envie hein, qui était le développement Ethereum. Et elle nous implique qu'il faut faire attention parce que la décentralisation peut amener à la centralisation. Voilà, c'était un talk assez intéressant. Elle expliquait ensuite qu'on était assez chanceux d'avoir une communauté comme ça, une chance à saisir pour maintenir une philosophie tournée vers la décentralisation. Elle nous a par exemple expliqué que demain et après-demain, on allait avoir différents invités qui ne sont pas issus du monde de la blockchain à la base, qui ne sont pas développeurs. On a des auteurs, une personne du gouvernement estonien notamment. On sait que l'Estonie est un pays qui est très tourné vers la décentralisation et l'utilisation de la blockchain. Elle nous a parlé aussi vite fait de la notion de la beauté par soustraction. L'idée, c'est pas de chercher à augmenter l'argent, le monde, etc. dans l'Ethereum, mais c'est en fait l'Ethereum Foundation cherche à grandir petit. Et agrandir pas seulement la fondation, mais tout Ethereum. Voilà. Elle veut vraiment construire un écosystème énorme sans elle-même grandir dans cet écosystème-là. Elle veut vraiment que ce soit l'Ethereum qui prenne et pas le reste. Et donc en particulier, elle permet à l'Ethereum Foundation donc, de rejoindre, de mettre en commun plusieurs branches qu'il y a autour de l'Ethereum. Donc il y a de l'UX, il y a du scaling, des business, des dApps, des sécurités, etc., etc. Et tout ça en donnant des fonds aux acteurs d'Ethereum, notamment à la Ethereum Foundation Grants, qui a donné en 2018 $20 millions à 70 acteurs du marché. Voilà, donc c'est un chiffre assez intéressant, assez important. Mais donc voilà, on a commencé donc cette conférence par un côté un peu plus sympathique. Vraiment, qu'est-ce qu'est notre but, nous, Ethereum Foundation, qu'est-ce qu'on va faire en fait, tout simplement dans cet écosystème qui est celui d'Ethereum. Elle a remercié Prague ensuite, qui nous accueille, donc nous tous développeurs, pour être là. Et après est arrivé le fameux Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, qui est donc le créateur d'Ethereum. Le host l'appelait Vitalik Non-Giver of ETH, pardon. Buterin, parce qu'on sait, comme je disais hier, les faux comptes de Vitalik sur Twitter qui faisaient semblant de donner de l'Ethereum et qui utilisaient du coup son nom, et du coup il a décidé de changer le nom sur son Twitter. Vitalik qui est arrivé, alors il nous a principalement parlé de ETH 2.0, ETH 2.0 donc qui est Casper, Sharding, EWASM, mais il y a donné une autre appellation, ça s'appelle plus ETH 2.0, ça s'appelle Serenity. Voilà, c'est le stage qui sortira, pour l'instant pas de date communiquée, ce sera dans longtemps parce qu'on a d'abord Constantinople qui doit sortir, la suite de Constantinople qui j'ai oublié le nom, et ensuite Serenity, mais donc ça sera vraiment plus tard. Et à l'intérieur, il y aura notamment le Proof of Stake. Alors, Proof of Stake, qui nous a fait une petite histoire du Proof of Stake, lancé en 2014, etc., avec Slasher. En 2016, renommé en Casper. Enfin, pas renommé en Casper, mais l'idée de Casper germe. Et en fait, il nous a un peu expliqué, voilà, toute l'histoire que, entre-temps, il y a eu les hacks du DAO, le Shanghai DOS aussi, je crois, qui a été en fait une possibilité d'éteindre la plupart des clients des nœuds
Ethereum, juste avant la DevCon, à cause d'une faille sur les minages, sur les nœuds, pardon. Et donc ça a shut down une grosse partie du network qui a été denial of service, en fait, un DOS. Hein. Voilà, et donc en 2017, les choses ont bien avancé, c'est l'âge industriel d'Ethereum, avec l'annonce de Casper, et en fin 2017, un POC de Casper FFG et en hybride Proof of Stake, donc un Proof of Stake un peu Proof of Work. C'est une notion un peu compliquée à saisir, même moi j'ai du mal à saisir cette notion-là, c'est quelque chose de très compliqué, je vous conseille d'aller vous renseigner. Casper, il y a des écrits faits par Vitalik notamment qui sont très 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 intéressants, je pense, si vous cherchez à apprendre ce qu'est cette chose-là. Ensuite, en juin 2018, Vitalik nous a expliqué qu'il y avait deux teams en fait qui étaient assez importantes. La team qui travaillait sur Casper FFG et une autre qui travaillait sur le sharding. Et ces deux teams en fait ne communiquaient pas entre elles. Et du coup, l'idée a été de faire qu'un seul et même projet. En juin 2018, le développement de Casper, de Serenity en fait, a vraiment été lancé ce jour-là. Donc c'était le 11 ou le 12 juin, je crois, 2018. Donc elle inclut Casper en full proof of stake, le sharding et l'IWASM. Donc ça sera une nouvelle blockchain avec un lien sur la proof of work actuelle, sauf que la proof of work, il n'y aura plus de proof of work dessus. Et ça sera vraiment le premier world computer. C'est comme ça qu'a défini, que Vitalik définit Ethereum. C'est un computer international, un computer global. Sauf que aujourd'hui, le computer global, il est très lent. On a très peu de transactions. Et avec ces nouvelles technologies, Vitalik a annoncé environ, une blockchain 100 fois plus scalable, 1000 fois plus scalable que ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de transactions par seconde. Fois 1000, 20 000 transactions par seconde, on arrive à des niveaux à peu près de Visa. Donc ça resterait quelque chose de très, 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 très intéressant. Mais voilà, c'est pas de date encore aujourd'hui. C'est vraiment ceux qui cherchent à faire pour la suite. Ensuite, on a eu droit à des petits talks un peu courts, un peu rapides, ce qui m'a empêché moi de prendre trop de notes. Voilà, ensuite on a attaqué, donc la conférence s'est terminée vers midi, tout le monde avait venu chanter, ils ont donné, c'est le moment que vous avez vu, hein, chaque personne en fait de blockchain, de la blockchain se sont relayés pour chanter un petit peu aussi, voilà, c'est un peu particulier, je suis pas trop fan de ces moments-là, ça peut un peu faire grincer les dents, mais bon, c'est bon enfant, tous les gens rigolaient, donc c'était sympa. Moi, j'ai fait la connaissance de deux personnes à côté de moi avec qui j'ai un petit peu discuté en attendant le début de la conférence. Voilà. Le petit point noir à propos de jeu aujourd'hui, c'est qu'il y avait tellement de conférences intéressantes que j'ai pas pu aller à toutes. Mais bon, voilà. Voilà, donc entre midi et 2, je savais pas trop quoi faire. J'ai trouvé une présentation sur le code robuste. Donc le code robuste, c'est faire un code qui est, on va dire, robuste tout simplement, donc qui permet de faire, où on fait très attention, voilà. C'est mauvais quand on développe quelque chose de voir des choses qui cassent à droite et à gauche, et donc voilà, bon, c'était intéressant, un peu, là j'ai pas grand chose à, il disait beaucoup faire de tests, hein, c'est le plus important sur différents layers de tests, j'ai pris les notes, attendez. Voilà, donc le test, c'est vraiment le seul moyen de tester les failles dans le comportement de son application. Il ne faut pas hésiter à faire multiples layers de testing, donc plusieurs niveaux. Et évidemment aussi la documentation. Très très important, faites une documentation, même si c'est pour vous, même si elle est petite, mais histoire que si vous faites de l'open source, quelqu'un aura une visualisation de votre projet. Et aussi quelque chose qui était très important, j'avais jamais entendu ça, c'est si jamais quelque chose se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Toujours choisir une issue de secours, si jamais il y a un souci. Donc c'était intéressant, je suis ensuite retourné dans la salle principale où il y avait un talk sur Making Sense of Layer 2. Donc Layer 2 c'est quoi? C'est la deuxième surcouche à Ethereum. Il y a Layer 1, c'est Ethereum d'aujourd'hui, Layer 2 c'est qu'est-ce qu'on va faire par-dessus Ethereum. Donc il a commencé son talk par expliquer ce que je viens de vous expliquer, 20 transactions par seconde par rapport aux 45 000 pardon, de Visa. Et en fait, ça c'est dû au travail par node de la blockchain, hein. Un node communique aux autres, etc. D'où le sharding, où en fait le sharding, on va distribuer le travail effectué donc par cette blockchain dans des groupes de nodes. Donc ça veut dire qu'on va pas avoir tout le monde qui fait la même chose. Voilà, un tel va faire cette partie-là, un tel va faire cette partie-là. Et en fait, en faisant ça, on va pas faire ça sur le layer 1, sur Ethereum, sur l'existant. On va le faire sur le layer 2, cette chose supplémentaire qui est au-dessus. Donc on peut utiliser le layer 1 comme une fondation pour une autre façon de faire avec le layer 2. Donc on modifie pas le layer 1, pas de hard fork. On va dire que c'est tout bon. En fait, la plus grande partie de calculation se serait fait en off-chain et le layer 1 est utilisé pour faire des liens avec le layer 2 avec des ancrages sans changer le niveau 1, pas de hard fork encore une fois. Donc un exemple qui a été donné, moi demain j'ouvre un layer 2 avec quelqu'un sur un système de transaction sans passer par la blockchain, on fait plein de transferts d'argent.
Et quand on décide d'avoir fini le transfert d'argent, on communique tous les deux le résultat à la blockchain en disant, bah voilà, maintenant, quelle est notre balance à tous les deux? Lui, il a récupéré ça, lui, il a récupéré ça. Et là, la blockchain va juste prendre cette modification manquante et pas toute celle qu'il y a au-dessus, ce qui permet de faire la plupart des autres transactions sur un autre layer de blockchain. Donc, il faut faire attention parce que c'est pas non plus une technique qui passe tout en off-chain. Parce que, en l'occurrence, ils veulent garder la sécurité qu'on retrouve, nous, sur le layer 1. Et ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est pour ce talk-là. Ensuite, on a eu un truc sur l'avancement de Solidity. Voilà, bon, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On n'a plus le droit aux VAR, parce que les VAR, c'était voilà, non définir une fonction. Alors, c'est Solidity 0.5.0. Si vous avez déjà des contrats en 0.4.22, c'est pas un souci. Vous n'avez pas besoin de les modifier, ça marchera toujours si vous compilez avec le compilateur de 0.4.22. Donc, interdit de plus spécifier la visibilité, donc si c'est public, privé, etc. Et maintenant, le constructeur, ce n'est plus le nom du contrat, ce sera tout simplement constructeur, ça rend les choses un petit peu plus simples. On utilisera aussi maintenant emit pour émettre un event. Avant, on faisait juste le nom de l'event, qui pouvait être du coup considéré comme une fonction, même s'il y avait différentes façons de les écrire. Une fonction, c'est en camel case, alors que là, le nom de l'event, il y avait une majuscule au début, alors que normalement, on n'a pas ça dans les fonctions. Voilà. Aussi, maintenant, si on veut appeler une transfert sur une adresse, il faudra spécifier que celle-ci est en payable. Alors, la personne n'a pas su trop expliquer pourquoi ce choix avait été fait, mais bon, c'est fait. C'est vrai que ça peut permettre un peu la lecture plus facile du contrat, ensuite bien comprendre quand on voit une adresse qu'elle est en payable, on sait, sans lire la suite, qu'on va lui donner des sous, voilà, qu'on va lui envoyer de l'Ether. Et ensuite, on a eu pour moi un talk le plus intéressant, celui de MetaMask. Donc MetaMask, vous connaissez, c'est une extension Chrome qui permet en fait de vous connecter votre site à une blockchain, à la blockchain Ethereum, à un nœud Ethereum. Donc voilà, les grandes contributions de 2018, on a eu le droit à un petit compte rendu. Les grandes contributions de 2018, on a eu ENS support, le support de hardware, et oui. Maintenant, votre application peut utiliser Trezor ou Ledger si elle utilise MetaMask. Et aussi la demande d'utilisation de MetaMask, ce que j'avais expliqué lors du ETH Hebdo. ETH Hebdo, qui en fait, c'est avant qu'on partage les données au site, il faut d'abord un accord de l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. N'importe quel site peut avoir accès à vos adresses. Donc, alors ça pose pas forcément de soucis, mais il y en a qui veulent pas forcément que leur adresse soit publique. Et on a eu le droit à une grosse annonce à la fin, une application standalone pour le mobile, une application MetaMask en fait qui sera un explorateur de dApp et sur lesquels les dApp seront connectés directement dessus. Donc c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. Et sur la fin aussi, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bon. Alors si vous connaissez IPFS, c'est du storage décentralisé. En fait, on va stocker les données de manière décentralisée. Et en fait, maintenant, on va pouvoir héberger des sites de manière décentralisée. Et avec MetaMask, avec une adresse en .eth, on va pouvoir avoir accès à ces sites, vraiment avoir un système de fonctionnalité de sites, en fait, tout simplement de sites.eth. Donc ça va permettre de décentraliser des sites et plus de dépendre d'un DNS, plus de dépendre d'un... Tout va être stocké en fait sur des blockchains. IPFS, je vous propose d'aller vous renseigner vous tapez IPFS sur Google et vous trouverez ça. Je suis parti en pause boisson ensuite. Ils avaient dans un buffet, attention, des petites viennoiseries. Non, c'était des... Bon, je sais pas, c'était une sorte de crème fouettée avec des biscuits. Oh là là, j'en ai mangé 10 toute la journée. À chaque fois qu'il y en avait, j'en prenais. Mais bon, c'était très bon. Après, je me suis un peu perdu dans DevCon. Je savais pas trop où aller. Il y avait beaucoup de confs intéressantes, mais encore une fois, pas la possibilité de se dupliquer. J'en ai choisi une pour un outil de création de dApp. Donc c'était Embark par Status. Un peu de mal à comprendre ce que c'était au début. J'ai décidé d'abandonner Twitter pour la suite. C'est pour ça que mon fil s'arrête là. Mais en fait, voilà, on se retrouve un peu avec une sorte d'IDE dans lequel on va avoir notre site, notre contrat, et sur le côté, en fait, quelque chose qui va vraiment rendre statut de notre contrat, les états du contrat, etc. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que je pourrais peut-être utiliser par le futur. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faudra voir. Pendant ce moment-là, il y avait une autre conférence sur les protocoles de paiement récurrents, les abonnements, etc. C'était un protocole qui m'intéressait beaucoup et malheureusement, j'ai pas pu le faire. Si j'avais su, je serais peut-être allé à celui-là. Mais il faut savoir que voilà, les talks seront disponibles dans 1 ou 2 semaines. Dans 2 ou 3 semaines, pardon, en ligne, et donc peut-être je regarderai du coup ce talk. Pas tous, mais certains le sont. Donc voilà, c'est très très intéressant, je pense, si on a accès à ces choses-là. Donc voilà, j'ai essayé de me dépêcher aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire, ça fait 15 minutes. J'ai peut-être parlé un petit peu vite, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on verra. En ce moment même, moi je suis en train de lire, tiens d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais voilà, je suis en train de lire ce livre-là. Ça tombe bien, c'est en reverse, Mastering Bitcoin par Andreas M. Antonopoulos. Donc c'est un peu un fondateur, enfin il est très très important dans la scène de la blockchain. Ils vont sortir Mastering Ethereum et j'aimerais bien finir celui-là avant de finir Mastering Bitcoin.
Non, Mastering Beacon avant de recevoir Mastering Ethereum qui devrait sortir bientôt. Et en fait, c'est un livre où on va vraiment avoir les notions de cryptographie et la blockchain, comment fonctionne la blockchain. Et pas seulement comment on interagit avec. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà, c'est très technique. Si jamais vous adorez le technique, prenez ce livre. C'est en anglais, mais il y a peut-être une version française, attention. Mais une version française, pas une version en française. Et voilà, du coup, moi je peux que vous le conseiller. Je ne l'ai pas encore fini, mais voilà, vu que je suis un peu seul ici à Prague, ben, le soir j'en profite et je lis ça. Quand j'ai pas besoin d'enregistrer mes vidéos. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tenu en 15 minutes à peu près. Et puis c'est tout. Voilà, allez. Je sais pas comment on dit au revoir. Attendez, je vais vous dire ça. Au revoir en tchèque. Sbohem. Je vais écouter comment on le dit pour pas me faire... Sbohem, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, parce que je sortirai ça demain à 10h avant le début de la conférence. Et puis voilà. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, c'est très très important si vous voulez avoir des lives continus. Je voudrais remercier aussi la baleine et Capet qui ont propagé mes tweets, et donc ça permet moi un peu d'avoir un peu de visibilité. C'est vraiment sympa. Voilà. Allez, merci à tous, et puis à demain. Allez, ciao. Sbohem.